Dans ce tutoriel, nous allons étudier le financement de l'économie. Nous avons vu que dans toute économie, il existait des agents à besoin de financement, comme les APU et les entreprises, et des agents disposant d'une capacité de financement, les ménages, les investisseurs institutionnels par exemple. Il y a une quarantaine d'années, les banques faisaient l'intermédiaire entre des ménages disposant d'excédents de dépôt et des entreprises sollicitant notamment du crédit. On parle d'époque d'intermédiation bancaire ou encore d'économie d'endettement. Aujourd'hui, lorsque les APU ou les grandes entreprises ont un besoin de financement, ils vont émettre des titres, actions ou obligations par exemple, que les agents à capacité de financement vont acquérir. On parle alors de financement direct ou de désintermédiation bancaire ou encore d'économie des marchés financiers puisque le financement se fait directement sur les marchés des capitaux. En réalité, deux facteurs ont favorisé cette transformation des circuits de financement à partir du milieu des années 80. D'une part, l'évolution du comportement financier des agents économiques, l'État par exemple privilégiant les emprunts obligataires pour financer son déficit budgétaire, les ménages faisant le choix de réorienter leur épargne vers des placements moins liquides, type actions ou obligations, ou encore les entreprises cherchant à placer leurs excédents financiers dans des portefeuilles de VNP. Le deuxième facteur est le cloisonnement des marchés de capitaux, le monétaire et le financier, qui ne permettait pas une véritable confrontation de l'offre et de la demande de capitaux. Ainsi, à partir de 1985, des réformes vont apparaître, notamment à l'intérieur du marché monétaire qui va se séparer en deux compartiments de façon à permettre à tous les agents économiques d'accéder au financement. On note également la fin du contrôle des changes en France en 1989. Parallèlement, de nouveaux instruments financiers vont voir le jour, notamment les certificats de dépôt titres de banque, les billets de trésorerie titres d'entreprise ou les bons du trésor titres d'État. Ce décloisonnement des circuits de financement va permettre à tous les agents économiques de pouvoir obtenir des ressources et de nouvelles formes de placement, quelle que soit la durée. Quatre termes caractérisent les conséquences des transformations des circuits de financement. La désintermédiation, qui traduit la moindre importance des banques dans le circuit de financement et la préférence au financement sur les marchés financiers. La mobiliarisation, qui traduit la tendance des agents à vouloir détenir des valeurs mobilières. Dans la mesure où les banques se voient délaissées au profit des marchés financiers, elles vont elles-mêmes, par la marchéisation, être présentes sur les marchés monétaires et financiers pour proposer à leurs clients de nouveaux titres. Enfin, la titrisation qui correspond à la transformation en un titre de prêts ou de créances qui ensuite seront revendus à des investisseurs. On peut expliquer la titrisation de la manière suivante. Admettons qu'il ait été accordé pour 500 000 $ de divers crédits. Ces crédits vont être ensuite découpés par tranches, exemple ici 1000 $, auxquels on va adjoindre d'autres supports, exemple de l'or, du pétrole, des actions, ce qui donne un autre titre dans le sens horizontal. Ces titres vont ensuite être revendus à des investisseurs sur les marchés. Ainsi, la titrisation correspond à un découpage de crédits qui va ensuite être mêlé à d'autres actifs. D'un point de vue technique, on appelle cédant la banque qui vient d'accorder les crédits. Les crédits vont être cédés à la SPC, Special Purpose Company, en réalité une filiale du même réseau qui va transformer ces crédits en titres qu'elle va revendre à des investisseurs sur les marchés financiers. Il y a alors transfert du risque vers les investisseurs qui vont payer la SPC et la banque. Les crédits sortant du bilan de la banque, celle-ci peut à nouveau accorder des prêts tout en respectant le ratio Cook. Par contre, l'investisseur a pu prendre des risques ne connaissant pas la qualité du portefeuille qu'il vient de détenir. Nous avons vu dans un précédent diaporama que l'organisation du marché des capitaux se scindait entre un marché monétaire de moyen et court terme et un marché financier de long terme. Nous allons dorénavant observer quels sont les titres derrière chacun de ces deux marchés. Le marché monétaire comprend deux compartiments,
le marché interbancaire qui permet à la Banque centrale d'intervenir pour les opérations d'open market et aux banques de se prêter des fonds entre elles. Et puis, depuis 1985, un marché de titres de créances négociables, comprenant les billets de trésorerie, titres d'entreprise, les certificats de dépôt, titres de banque ou les bons du trésor. Parallèlement, dans le marché financier, on retrouve les obligations, en se rappelant qu'une obligation est une part d'un emprunt obligataire. Les obligations peuvent être émises aussi bien par le secteur privé que par le secteur public. On parle pour la France des OAT, obligations assimilables du Trésor, rémunérées actuellement à 0,45%, sont également émises sur le marché financier, les actions. Entrons maintenant à l'intérieur du marché financier que l'on appelle aussi la bourse. Le marché est lui-même composé de deux compartiments, un marché primaire qui est en réalité le marché des titres nouveaux, le marché du neuf, soit la confrontation proche d'un véritable marché entre agents ayant un besoin de financement et agents disposant d'une capacité de financement. Une entreprise est concernée par ce marché lors d'une introduction en bourse, lors d'une augmentation de capital ou encore lors d'un emprunt obligataire. Parallèlement au marché primaire, on retrouve le marché secondaire qui permet la cotation des titres qui ont été émis. La société privée Euronext Paris gère différents marchés, notamment le marché des actions derrière la liste Euronext, où l'on retrouve environ 1300 sociétés cotées derrière 3 compartiments. Le critère différenciant les compartiments est la capitalisation boursière, en se rappelant qu'il s'agit du nombre de titres fois le cours de bourse. D'autres marchés sont également gérés par Euronext, comme le Matif et le Monep. Rappelons à nouveau, en regardant le passif d'une entreprise, soit ses ressources, que les actions font partie des capitaux propres, alors que les obligations, composantes des emprunts obligataires, sont des dettes, de même que les billets de trésorerie. Les obligations sont des titres de long terme émis sur le marché financier, tandis que les billets de trésorerie sont des titres de court ou moyen terme émis sur le marché monétaire. Prenons ici l'exemple de deux sociétés cotées sur le CAC 40, Danone et Orange, en observant le grand nombre d'actions, le cours de l'action et la capitalisation boursière qui a été obtenue en multipliant le nombre de titres par le cours de bourse. On observe ici que les plus grosses capitalisations de la planète sont essentiellement dans le secteur de la haute technologie et sont américaines, ou bien encore dans le secteur de la finance ou de la chimie. Quelles sont les caractéristiques de l'introduction en bourse? Tout d'abord, les motivations principales, bien sûr, lever des fonds sans recourir à l'endettement, mais également augmenter la visibilité et la notoriété de l'entreprise. L'introduction en bourse est relativement coûteuse pour une PME, il faut compter environ 6% des fonds que l'on souhaite prélever, puisqu'il faudra rémunérer un certain nombre d'intermédiaires comme les commissaires aux comptes ou les avocats. Parallèlement, l'introduction en bourse entraîne un certain nombre d'obligations pour l'entreprise, notamment de proposer un capital flottant d'au moins 25%, d'avoir 3 années de comptes certifiés et audités, et de communiquer. Enfin, l'autorité des marchés financiers est l'instance qui a pour but de contrôler les mouvements et le fonctionnement d'Euronext. On note ici que les principales places boursières se retrouvent dans l'hémisphère nord et que les cotations commencent par l'Asie, puis l'Europe et termine par les États-Unis. On retrouve ici le NYSE Euronext version Europe et le NYSE Euronext aux États-Unis. Abordons maintenant quelques-uns des indicateurs des différentes places boursières. Le CAC 40, les 3 lettres CAC signifient cotation assistée en continu. La cotation est en fait réalisée toutes les 30 secondes, 40 représentant les 40 plus grosses capitalisations boursières du compartiment A de Euronext. 4995 correspond à l'indice qui varie chaque jour en tenant compte de ces 40 entreprises compte tenu d'indices pondérés. Aux États-Unis, le Dow Jones permet la cotation des entreprises plutôt traditionnelles, tandis que Nikkei, l'indice Nikkei 225, permet la cotation de 225 sociétés différentes. Il ne faut pas chercher à comparer les 3 indices entre eux, seules leurs variations quotidiennes sont intéressantes. Ainsi, on observe qu'à l'échelle de l'année 2016, le CAC 40 a augmenté de 4,86%, tandis que le Dow Jones a augmenté de 13,5%.
Sur la moyenne des 10 dernières années, les indicateurs ont été relativement de moindre performance, excepté le Nasdaq, qui cote les valeurs plutôt technologiques aux États-Unis. On retrouve ici pour le CAC 40 les 5 principales entreprises, Total avec un poids de 8,66%, puis Sanofi, L'Oréal, LVMH et BNP, les 5 premières représentant 36% de l'ensemble du CAC 40. A noter que les non-résidents détiennent 45% de la capitalisation boursière de nos entreprises du CAC 40 au 1er janvier 2016. Observons maintenant l'évolution du CAC 40 sur 20 ans. L'indice a connu une valeur maximum à 6644 points au 1er août 2000, juste avant l'éclatement de la bulle Internet. La bourse s'est ensuite effondrée pour revenir autour de 2500 points, puis elle s'est refaite sur les 4 années suivantes pour s'approcher à nouveau des 6000 points. La crise des subprimes fera perdre 22% en une seule semaine au mois d'octobre 2008, et progressivement l'indicateur se rapproche de 5000 points en ce début d'année 2017. Intéressons-nous maintenant à l'impact des marchés financiers sur la gestion des grands groupes. Dans l'exemple des échos ici, l'entreprise Siemens annonce un programme de restructuration de 60 000 personnes. Dès lors que ce programme est annoncé, la bourse connaît une envolée de 13%. L'observation du cours de l'action Siemens montre une phase d'acquisition du titre, le passage de 109 à 140 euros, soit une augmentation de la capitalisation de l'entreprise. Puis le passage de 140 à 120 euros correspond à une vente du titre. La première partie ici peut correspondre à une prise de bénéfice de la part des investisseurs. Évidemment, la partie 120 jusqu'à 80 euros correspond à un mouvement massif de vente. En réalité, dans l'exemple, l'annonce de 60 000 restructurations intervient ici, fin septembre, début octobre, et dans les jours qui suivent, l'action s'envole jusqu'à 114 euros. Pour les marchés financiers, 60 000 licenciements correspondent à 60 000 charges sociales en moins et donc potentiellement plus de dividendes. Terminons par les différents investisseurs sur les marchés financiers. On retrouve les organismes de placement collectif, principalement des banques, les fonds de pension qui gèrent des retraites notamment par capitalisation des pays anglo-saxons et les compagnies d'assurance. Parallèlement, nous retrouvons également les fonds souverains, des fonds publics, essentiellement d'Asie et du Moyen-Orient, les hedge funds et les fonds de private equity. Il existe globalement plus de 300 fonds détenant environ 14 800 milliards de dollars. Les fonds sont investis majoritairement dans des obligations à 46%, dans des actions à 38%. Sur la planète, 38,3% de ces fonds sont américains, devant les japonais à 12%. Les fonds souverains sont des fonds publics largement investis dans des obligations à 2/3. Pour 40% d'entre eux, ils sont d'origine asiatique, notamment avec la Chine, et pour 35% du Moyen-Orient, notamment Abu Dhabi ou le Koweït par exemple. Les hedge funds sont des fonds spéculatifs, dits encore alternatifs, d'arbitrage ou de couverture. Ce sont des fonds privés qui recherchent de la performance à court terme avec une prise de risque. Ces fonds s'appuient davantage sur des produits dérivés, avec des options d'achat ou de vente sur des matières premières, des devises notamment. Les fonds de private equity sont des fonds de capital investissement privé dans des entreprises non cotées en bourse. Cela peut concerner pour le capital risque les startups ou pour les PME du capital développement. Banques et assurances font également partie des investisseurs institutionnels. Nous retrouvons ici les principaux concepts et auteurs qui ont été cités au cours de ce thème. Et pour terminer, les principales ressources à disposition, tant sur le blog avec les cours et les QCM en ligne, que sur les 2 chaînes YouTube, une chaîne pour les tutoriels de gestion et l'autre pour les tutoriels d'économie. Bon courage et bon apprentissage!